Si je voulais faire de l'argent sur YouTube, clairement j'aurais pas commencé par des livres, hein. J'aurais fait du lifestyle, plus de gaming. De la beauté. De la beauté. Du skincare. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne en très bonne compagnie avec the one and only Cornelius pour un mukbang. Un mukbang, exactement. Et on avait dit la dernière fois qu'on allait faire une chaîne foodie. On y est presque. À base de bon appétit, bien sûr. On a cuisiné ces magnifiques pancakes sur la chaîne de Cornelius. Et maintenant, nous allons les déguster sur ma chaîne à moi. Je vous invite déjà à aller voir donc la première partie de cette vidéo Cooking with le Papélius sur la chaîne de Quentin. On a fait un petit tag où on vous présente des livres en fonction de certaines caractéristiques des signes du zodiaque. Voilà, parce qu'on aime beaucoup l'astrologie. Et sur ma chaîne, aujourd'hui, on va faire un genre de petit bilan booktube parce que c'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps et en fait je trouve qu'à deux c'est encore plus intéressant. Vidéo Spill the Coffee. Est-ce qu'on commencerait pas déjà avant de papoter par déguster parce qu'on a la dalle? Ah ouais, il est 11h quoi et genre on meurt de faim. On doit même bien passer je pense. Et puis histoire de voir si on a réussi nos pancakes. Ouais, bah en tout cas ils ont l'air cuits. Ils sont un peu froids mais c'est pas très grave. C'est très bon. Framboise, myrtille, banane. Parfait. On a mis des graines de chia. Ouais. On va avoir plein les dents. Ah, c'est pas grave. Bon, on ne sourira pas dans cette vidéo. Dites-moi Cornelius, ça fait combien de temps que vous êtes sur YouTube? Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Tu le sais au moins ou pas? J'ai regardé il y a pas très longtemps. Il me semble que j'ai lancé ma chaîne au mois de mai 2016, si je ne dis pas de bêtises. 2016 ou 2017. Ça doit faire 4 ou 5 ans, ouais. Et je pense que ça fait 5 ans. Ah ouais. Ça fait soit 4 ans, soit 5 ans. Je ne suis plus sûr de moi, mais voilà, je sais que j'ai lancé ma première vidéo en mai, parce qu'une de mes premières vidéos, ça a été un petit book haul d'anniversaire. Oui, avec le passage. Avec le... Alors ça, c'était ma première vidéo... achat book haul. Et après je... Ah non, mais t'as raison, pardon. Ouais, c'était mon book haul d'anniversaire. Et en effet, il y avait le passage, tu as parfaitement raison. Et donc voilà, j'ai commencé ma vidéo donc, au mois de mai, ça c'est sûr. Et je venais de commencer à travailler. C'est pour ça, dans ma chaîne, dans ma tête, on est en 2016 ou en 2017. Et du coup, moi, ça fait un petit peu moins longtemps. Ça fait 3 ans et demi, je crois. D'accord. Mais ça me paraît déjà énorme. J'ai pas vu le temps passer. Est-ce que depuis que t'as Booktube, ton rythme de lecture a changé par rapport à avant? Ouais, complètement. Tu lis plus? Tu sais, j'ai toujours pas mal lu quand j'étais gamin. Et au moment des études sup, j'ai un peu moins lu et je me suis remis petit à petit. Mais je pense que je devais lire grand maximum une dizaine de romans, voire un petit peu moins par an. Et je lisais quelques graphiques et quelques mangas. Là aujourd'hui, chaque année je lis plus que la précédente et là tu vois genre en 2021 je pense que j'ai jamais autant lu. J'ai regardé un petit peu sur Goodreads et j'en suis à 80 ou 82 livres lus. J'avoue c'est beaucoup. Ce qui pour moi est vraiment beaucoup, parce que bon il y en a certains et certaines qui lisent plus de 100 bouquins par an très facilement. Mais ouais, mon rythme de lecture a beaucoup changé. J'imagine que toi aussi. Moi pareil, j'ai toujours lu. Ouais. Je pense que, je sais pas, par exemple au lycée, à partir du lycée, j'ai commencé à faire attention un peu à ce que je lisais et je notais juste dans un petit carnet. Je n'avais pas du tout d'application. Et c'est vrai que depuis que j'ai Booktube, bon, déjà je prends vachement plus attention à la quantité de livres que je lis parce qu'avant je faisais un petit peu moins gaffe. Mais ouais, je lis plus aussi. En même temps, je conscientise tout ça, c'est-à-dire que je me dégage du temps aussi pour lire. Ouais, pareil. Moi je sais pas toi, mais parfois aussi je me dégage du temps pour lire parce que j'ai envie de faire une vidéo, parce que j'aime ça, tu vois. Sauf que tu fais pas une vidéo si t'as absolument rien à dire. C'est clair. Ou alors tu fais un tag. On connaît. Mais voilà, parfois tu te dis ah, j'ai envie de tourner, bah si je veux tourner, faut que j'ai des choses à raconter quoi. Ouais, et à ce propos, est-ce que du coup, tu le fais toujours par plaisir ou il y a des fois
où tu t'es mis la pression pour ça un peu? Soit à lire pour tourner, soit à vraiment tourner une vidéo en mode aujourd'hui j'ai pas le temps mais il faut quand même que je le fasse absolument. Ah, j'ai jamais fait une vidéo sans en avoir envie. Ouais. Ou alors ça m'est peut-être arrivé une fois et j'ai supprimé les rushs parce que j'avais l'impression que ça se sentait. Ouais. Par contre, oui, parfois je me mets la pression pour filmer. C'est-à-dire que des fois ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des week-ends où j'ai 1 milliard de trucs à faire, mais où je me dis putain j'ai déjà pas fait de vidéo la semaine dernière, la semaine d'avant, enfin... Quand je vois que ça fait longtemps, ouais, je me mets un peu la pression et donc parfois même si j'ai plein de choses à faire le week-end, bah c'est pas grave, je vais essayer d'aménager mon temps de manière à peut-être un peu stressée. Ou alors je vais un peu moins dormir pour me dire bon je vais me lever beaucoup plus tôt, comme ça j'aurai le temps de tout faire et de filmer. Mais ouais, pour le coup je me mets un peu la pression pour filmer parfois. Ouais. Par contre, je filme pas si j'en ai pas envie, enfin voilà, je me force pas. Je fais toujours avec plaisir. Voilà, je fais toujours avec plaisir. Et par contre je me mets la pression aussi parfois pour lire, puisque je me dis bon bah, j'ai envie de filmer donc faut que je lise. Après je pense qu'il y a pression et pression. Oui. C'est pas non plus t'es là en mode je fais une nuit blanche parce que je dois terminer le dernier SP qui est arrivé et absolument chroniqué quoi. Non. Et d'ailleurs en parlant de SP et de partenariat, je trouve ça intéressant que tu sois là parce que moi c'est pas quelque chose que je pratique. C'est vrai que toi tu reçois au final assez peu de livres parce que c'est vrai que tu t'en montres assez peu dans tes vidéos. Non, j'ai demandé une fois un livre à Albin Michel Imaginaire. Ouais. C'était quand le livre de M venait de sortir, parce que je l'avais déjà repéré à sa sortie en VO. Ok. Je l'avais gardé dans un coin de ma tête, il me faisait vibrer ce livre. Et quand j'ai vu qu'il sortait en français, je parle la bouche pleine, c'est atroce. Quand j'ai vu qu'il sortait en français, je l'ai demandé à l'éditeur. Je me suis dit bon j'ai rien à perdre, et puis il me dit non, je l'achète. Au final ils ont accepté, donc ils me l'ont envoyé en SP et après ils m'ont proposé Quitter les mondes d'automne d'Émilie Carval. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est les 2 SP que j'ai reçus dans ma vie, sans compter quand on fait des petits tours à la Talente. Et qu'on nous offre... Ce qui est arrivé du coup 2 fois maintenant, et oui. qu'on nous donne des petits titres de la maison d'édition. Bah pareil pour qu'on les lise et qu'on en parle. Ouais. Jusqu'à présent ça m'allait très bien puisque j'avais déjà 1000 trucs à lire et que je voulais pas me surcharger et que je voulais lire ce que j'avais déjà. J'ai un rapport au service presse qui a pas mal changé moi depuis que j'ai commencé à en recevoir. Tu sais, les tout premiers qu'on t'envoie, t'as cette excitation de dire putain on m'offre des livres, t'as l'impression que c'est une reconnaissance quoi, de ton travail. Donc au début j'étais enchanté. Le premier service presse que j'ai reçu, je pense que c'est Anathème d'ailleurs de Neil Stephenson, je ne pense pas en avoir déjà reçu avant. Donc pareil, j'ai commencé avec Albin Michel, ouais. Non, je dis n'importe quoi. Je pense que mon premier service presse ça a été l'espace d'1 an qui m'a été envoyé par la Talente. Ah trop bien, je savais pas que tu l'avais lu en SP. Si, je l'avais lu en SP et je crois que c'est... J'en suis pas sûr à 100% mais je pense. Et donc au départ, ouais, tu sais, t'as ce côté excitation de dire on m'offre des livres, ça veut dire qu'on me fait confiance. Donc au début j'étais très content. Ensuite il m'est arrivé d'en demander plusieurs fois. Et c'est vrai que, je l'avoue, t'as ce petit côté où tu te dis putain c'est ouf, je demande un livre et on me l'envoie. Ouais. Et donc je sais qu'à une époque j'avais tendance à me dire quand il y a une nouveauté qui m'intéresse, bah, direct je vais dire si vous avez un exemplaire je prends. Oui, parce que c'est quelque chose qui se fait aussi de demander des services presse. Une fois que tu as un peu de visibilité, que tu fais un petit peu de vue, tu peux te permettre. Ça veut pas dire que la maison d'édition accepte à chaque fois, mais tu peux tenter quoi. Ouais. Et donc il y a un moment, c'est vrai que j'en ai demandé plusieurs, et je me suis rendu compte que mine de rien, après c'était de la pression. Parce que je me suis dit bon ces livres là ils sont là, il faut pas que je les lise dans trop longtemps, je voudrais pas que la maison soit déçue, tu sais, se dise ah bah super, on lui envoie, il a pas lu. Ouais. Donc il y a une période où je me mettais un peu la pression. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je me suis rendu compte que c'était pas très agréable. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je demande beaucoup moins de services presse. J'en demande vraiment que si je sais que le livre, je veux absolument le lire tout de suite et que voilà quoi, c'est y part. Par contre à l'inverse, on m'en propose plus souvent maintenant. Et là où avant quand on m'en proposait, j'avais un peu du mal à dire non parce que tu dis si je leur dis non, ils vont se dire bon on ne proposera plus jamais rien. Et en fait je me rends compte que les maisons d'édition elles marchent pas du tout comme ça et ces derniers temps ça m'est arrivé assez souvent de dire écoutez, non, soit parce que ça m'intéresse pas, soit parce que ça m'intéresse, mais j'ai déjà tellement de choses à lire que j'ai pas envie de faire de review dans 6 mois quoi. Et souvent les éditeurs sont très compréhensifs et ils sont en mode bon ok, y a pas de problème, ce sera pour une prochaine quoi.
Donc ces derniers temps, je pense que j'en ai refusé au final quelques-uns qui malheureusement me tentaient. Mais je me suis dit, je vais pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme avec ces 4 pancakes. Oups. Oh my god. Ce qui m'amène à une autre question. Est-ce que tu présentes tout ce que tu lis, toi? Tu me poses la question le moment où j'ai la bouche pleine. Pratiquement tout. Je m'explique. Les 3/4 du temps, quand je veux faire une vidéo update, je vais sur Goodreads et je regarde les derniers livres que j'ai notés. Ouais. Je les prends tous et je me dis bon bah c'est parti pour une update. Il y en a certains que je montre pas forcément parce que parfois je me dis ça fait beaucoup, je chronique pas forcément tout, mais je me dis que c'est pas plus mal parce que parfois ça te fait des petites munitions. Le jour où tu as un petit trou de vidéo, tu peux dire bah voilà, il y a quelques livres dont je vous avais pas encore parlé, dont je vais vous parler, tu vois. Par contre, je me suis jamais freiné à parler d'un livre en me disant j'ai un peu moins aimé, je vais peut-être pas trop en parler, tu vois. La seule exception, c'est La descente ou la chute chez les Moutons électriques que j'ai reçu en service presse. Ah oui, ça peut être gênant. Ouais, en fait, c'est eux qui me l'ont proposé. Et malheureusement, je l'ai lu et ça m'arrive rarement, mais ça a été un abandon. À la moitié, je me suis dit, ça marche pas pour moi. Et donc, j'en ai parlé dans une vidéo en disant, je suis en train de le lire, mais je suis mitigée. Et je suis pas vraiment revenu dessus pour dire, je l'abandonne. Parce que je me sentais un petit peu gênée. En fait, faire une critique négative sur un SP, ça me gêne pas. Mais faire une critique négative sur un SP que j'ai pas fini, je me sentais vraiment pas légitime et j'avais peur qu'il m'en veuille. Et il y a un moment, vraiment, je me suis monté la tête, genre j'étais en stress sur ce livre, quoi. Ah mais je peux comprendre. Et toi? Moi, je parle pas de tout ce que je lis. Parce que des fois, je lis des livres et franchement, j'ai rien à en dire. J'ai pas particulièrement aimé, j'ai pas détesté. Et donc vraiment, je me dis, si je devais en parler, j'aurais rien à dire. Donc je préfère même pas les mentionner. Je pense que je me suis jamais non plus réfrénée pour parler d'un livre que j'ai pas du tout aimé. Il y a quand même des livres que j'ai bien descendus ici. C'est pas Hyper Palace. Tu vois, quand les auteurs et autrices ne parlent pas notre langue, même s'ils sont vivants, ça me dérange pas d'y aller quoi. Par contre, j'avoue que si je lisais un livre d'un ou une auteurice français qui est toujours parmi nous et que je détestais, à moins que vraiment la personne ait des idéaux que je trouve hyper problématiques et raconte des grosses conneries, et dans ce cas je me gênerais pas trop pour le dire, pas du tout même, mais si c'est juste une question de d'affinité, j'ai pas trop apprécié, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas accroché au personnage, j'aurais un peu plus, pas peur, mais j'aurais un peu des craintes que la personne puisse tomber sur ma vidéo et puisse le prendre à cœur. Parce que les auteurs c'est quand même leur petit bébé, tu vois. Après ton bébé tu le lâches dans le monde. Les gens vont aimer, les gens vont pas aimer, mais on n'est pas là non plus pour blesser des gens, tu vois. Je comprends. Mais c'est vrai que la façon dont j'ai parlé par exemple de The Paper Palace, j'espère que l'autrice parle pas français quoi. Ouais, genre tu l'aurais pas fait pour une autrice française. Je pense pas. Tu l'aurais fait d'une autre manière. Après là, ça parlait de sujets vraiment très problématiques que j'ai trouvé très mal abordés. Des fois je me dis aussi que j'économise du temps à pas parler de toutes mes lectures. Enfin, tu vois, genre si je devais parler de tous les livres que je lis et qui sont un peu inutiles, si je peux me permettre, j'en finirais pas. Et d'ailleurs, un truc aussi que les gens m'ont pas mal demandé, c'est combien de temps ça prend de faire une vidéo. Ah putain, si long! Ça c'est un truc, je n'imaginais même pas tout ce que ça allait représenter avant de me lancer. Et le pire c'est que quand j'ai commencé, j'étais extrêmement lente. Très lente, surtout au niveau du montage. 3 ans plus tard, j'ai commencé à vraiment capter le coup de main pour être plus performante sur les montages. Parce qu'avant, j'étais vraiment, je sais pas, j'avais pas la bonne façon de faire et j'y passais mais des heures, des jours même parfois. Et je voyais ma gueule pendant. Je n'en pouvais plus me voir, de m'entendre et j'avais envie de me tirer une balle. Pour une vidéo simple, entre guillemets, c'est-à-dire un update, une vidéo posée, il me faut la journée entière jusqu'au soir quoi. Genre je tourne en matinée, en général j'ai des rushs de 45-50 minutes que je peux carrément couper en deux pour faire ma vidéo parce que je blablate, je bégaye, j'ai que des blancs aussi moi dans mes vidéos. Il peut y avoir genre 2 minutes où je dis rien. Mais du coup voilà, déjà compter quand même une bonne heure pour tourner parce qu'il faut aussi se préparer. Tu mets en place tout ton matos. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de faire une vidéo en mode pimpé duo
Et genre en bas, genre t'es en culotte quoi. En culotte, non. Je suis frileuse. Je suis toujours en pyjama en bas. Mais tout le monde. Mais là, j'ai un legging. Donc je suis en jean pour le coup, je vous respecte. Parce que souvent, ça m'arrive d'être en pyjama aussi ou en jogging, mais je vous l'avoue en exclusivité, j'ai déjà fait des vidéos en sous-vêtements. Genre j'ai mon t-shirt, ma petite casquette en mode BG, tout ça. En bas, je suis en calbut de chaussettes quoi. Non mais le mec en même temps, on est en novembre, il dort la fenêtre ouverte. Ouais mais il fait chaud à Nantes, c'est un truc de Moi je dors avec 4 couvertures, des chaussettes, un pull. Impossible. Après, il y a des vidéos beaucoup plus longues à faire qui nécessitent par exemple d'écrire un script. Ça m'arrive plus beaucoup, mais c'est quelque chose que je fais quand je veux parler d'un sujet bien précis. Il y a les vlogs que tu tournes sur plusieurs jours, qui mettent beaucoup plus de temps à monter. Je trouve que la pire chose à faire, c'est la miniature. Et ça, je crois que tout le monde s'accorde sur ce sujet. C'est un grave. Je suis un peu comme toi sur le montage. Avant, je filmais mes vidéos en fin de matinée. Maintenant, je les filme soit en fin de matinée, soit juste après manger. Ouais. Mais avec la digestion, parfois, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Moi, je filme tout le temps à jeun. Et à jeun, mais pleine de caféine. Genre, j'ai plus de caféine dans le sang que de globules. Et quand je termine, je suis prête à péter une jurite. Sur le montage, je mets à peu près le même temps que toi, c'est-à-dire que souvent ça me prend l'après-midi entière, sachant qu'entre deux, parfois je fais des pauses, parce que j'en peux plus. Et est-ce que tu arrives à laisser une vidéo, genre, bon là c'est fini, j'enregistre mon projet, je vais me coucher, je reprendrai dans quelques jours? Ouais, je le fais souvent. Moi j'arrive plus à faire ça. Ah ouais? Parce que moi quand je suis un peu pressé de sortir une vidéo, genre par exemple si je l'ai filmée début de semaine et que j'aimerais la sortir pour le samedi même, tu vois, et je fais mes montages sur la pause déj parfois. Ah oui, donc t'es un peu obligé de... Donc je bosse 1 heure dessus, je m'arrête et je reprends le lendemain. De l'autre côté. Sur les miniatures, ces derniers temps, j'ai gagné un peu de temps parce que tu sais, j'ai mis un genre de charte graphique en place. Et donc souvent je reprends mes éléments graphiques que je réorganise et je suis beaucoup plus rapide qu'avant sur la miniature et je me prends un peu moins la tête. Même si c'est quand même un élément important parce que c'est ce qui vous fait cliquer. Et en parlant de ces choses un petit peu plus techniques, ou pas d'ailleurs, l'expérience Booktube dans sa globalité, c'est quoi qui te... Est-ce qu'il y a un truc qui te saoule? Est-ce qu'il y a un truc qui te dérange? C'est pas un truc que je fais. Il y a beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu que j'admire et dont je m'inspire aussi parce que tu dis c'est hyper cool cette manière d'avoir fait le montage, tout ça. Donc je m'inspire et j'essaye de pas trop me comparer parce que c'est la meilleure manière d'avoir l'impression de faire des trucs nuls. Ouais, de se complexer. C'est ça. Mais à l'inverse, il y a déjà des autres créatrices qui sont venues me voir en me disant putain c'est hyper cool ce que tu fais, j'ai l'impression que moi c'est vraiment naze. Et c'est un peu nul parce que tu dis non, te compare pas comme ça, c'est hyper gentil de me faire un compliment, mais te sens pas nul parce que je pense qu'on a tous des choses à aller chercher chez les autres et au contraire, on sait qu'on peut aussi apprendre des choses aux autres, donc je pense que c'est mieux d'être dans une logique d'échange et pas toujours de se comparer. Franchement, je touche du bois parce que jusque-là, mon expérience Booktube, je ne pouvais pas rêver mieux, franchement. Surtout, je me suis lancée en m'attendant à rien du tout. J'ai dit à quasiment personne que je connaissais que je faisais des vidéos. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment que des inconnus qui vont me regarder s'ils me regardent. Mais je sais pas, je dirais peut-être que ce que je regrette un peu, c'est que sur le Booktube francophone, on n'a pas du tout la même... on n'est pas, je trouve, valorisé comme peuvent l'être les booktubeurs anglophones. Bien évidemment, les booktubeurs et booktubeuses anglophones ont de plus grosses communautés parce qu'avec l'anglais, ils peuvent toucher énormément de gens. Mais tu vois, je trouve qu'en France, on est encore, enfin en France, en tout cas dans la francophonie, on est un peu pas trop pris au sérieux, sans non plus se dire que voilà, on se prend pour des journalistes, des chroniqueurs, on n'est pas professionnels du tout. Mais faut pas se leurrer, les booktubeurs et booktubeuses peuvent et ont, je pense, de l'influence sur les ventes de tel ou tel bouquin, de tel ou tel auteur. On le sait, les éditeurs nous l'ont déjà dit, qu'il y a des ouvrages sur lesquels on a de l'impact et on a de l'influence, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde les vidéos des anglophones, des fois ils font des collaborations, des partenariats, mais c'est trop cool quoi. Des opportunités que j'ai l'impression qu'on n'aura jamais nous, tu vois. Je dis ça, je suis pas non plus la personne qui me met le plus en avant, clairement. Donc c'est pas grave, mais ça me ferait plaisir de voir par exemple des collègues avoir des super opportunités. Et à côté de ça, le truc, je sais pas, le plus gratifiant, le plus cool
Clairement, les gens, je pense. Les gens, et les gens, que ce soit aussi bien les abonnés, que les auteurs, que les éditeurs, enfin ça nous permet quand même d'avoir pas mal de contacts. Là je me dis, tu vois, grâce à nos vidéos, par exemple, on est allé aux Utopiales le week-end dernier, on a pu discuter avec les éditions La Talente qui nous ont dit, venez nous faire un petit coucou mardi, la boutique sera fermée, mais c'est pas grave, genre vous sonnez, et on se posera et on papotera, et c'est un truc que... voilà, qui est hyper gratifiant, tu te dis putain c'est cool et on échange en direct sur des livres, sur leurs sorties, sur ce qu'on a envie de faire. Et puis pareil, pendant les Utopiales, quand on vous a croisé, vous les abonnés, pareil c'est hyper cool d'échanger, enfin j'adore. Et puis même d'échanger aussi avec tous les autres créateurs de contenu. Ouais, moi c'est ça, je trouve le plus fou de se dire que à la base, tu fais des vidéos dans ton salon et ça donne des amitiés comme celle-ci. Exactement, genre c'est trop beau quand même. Tu te dis, on a quand même créé un truc cool. Ouais, ça c'est vraiment le côté le plus cool. Complètement. Puis de se dire que tu crées une chaîne, tu t'attends à rien, tu démarres de rien, t'as 0 abonné concrètement le jour où tu l'as créé. Et des années plus tard, tu discutes avec des gens, il y a des gens qui aiment bien ce que tu fais, c'est trop cool. Ouais, c'est gratifiant. J'ai des graines de chien entre les dents. On peut se les curer si tu veux. Mais après, bon, on fait donc. Donc la bouche en jaune. Et il y a aussi des trucs que les gens adorent savoir et qu'on va demander, c'est genre, est-ce que l'ambiance elle est vraiment aussi bien qu'on croit? Les gossips et les potins. Est-ce que ça se passe bien entre tous les booktubeurs, booktubeuses? Est-ce qu'il y a des dramas? Il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est un truc de malade. Franchement, on s'est mis à dos des dizaines et des dizaines de personnes. C'est un milieu de requins, je pense. Ah oui? C'est fou, c'est pire que le cinéma ou que la télé. Non, pas du tout. Imagine, les gens ont coupé la vidéo là, ils ne regardent pas la fin, ils ne sont jamais les gens sont déjà sur Twitter, le Papelius entêté, ça dénonce. Moi, j'ai jamais eu de problème. Encore une fois, je touche du bois. Je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes, honnêtement. J'ai jamais eu aucune raison de me frouter avec qui que ce soit, je pense. Après, est-ce que l'ambiance, elle est bonne entre tous les booktubeurs? Franchement, la réponse simple aussi, c'est qu'on connaît pas tout le monde. On fréquente pas tout le monde. On peut pas être ami avec tout le monde, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Eh bien, je suis assez raccord avec toi dans la mesure où les gens à qui je parle, évidemment que si je leur parle, c'est que je les apprécie. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc non, dès lors que je parle avec des autres créatrices, c'est qu'on s'entend bien. Et tu vois, la preuve est qu'aux Utopiales, on a croisé plein de collègues et que ça s'est super bien passé. C'était des trop bonnes rencontres. Après, voilà, oui, c'est vrai que on peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde. Et moi, sans jamais m'être pris la tête avec quelqu'un, voilà, il y a des personnes où je me dis, j'aime peut-être un peu moins ce qu'ils produisent, parce que, je sais pas, parfois parce qu'on n'a pas les mêmes lectures. Après, c'est pas parce que j'ai pas les mêmes lectures que quelqu'un que je regarde pas ce qu'il fait. Tu vois, je pense à des créateurs comme Emma de la Bouquinade. Moi, je l'adore. Ou comme Chloé de Clout. Je regarde grave leurs vidéos et j'aime trop, et pourtant on lit pas les mêmes choses, mais c'est pas grave, je passe quand même un super bon moment. Tu vois. Trop marrant parce que Emma, pareil, fait partie de ces personnes que j'ai déjà vues en vrai. Alors, par hasard, pour le coup, on s'est croisés. Et on a fait aussi une vidéo ensemble d'ailleurs, avec Ophélie de Bael Fire Talks. Pareil, on n'a pas du tout les mêmes lectures, mais j'adore sa personnalité. Enfin, on discute. C'est typiquement le genre de personne dont je peux facilement me sentir proche, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes lectures. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une question d'atome crochu, de feeling. C'est ça. Et puis, ouais, c'est vraiment comme dans la vie. Et donc, il y a des personnes dont moi je vais me sentir peut-être moins proche, qui vont m'intéresser. En fait, je vais juste pas trop échanger avec. Et si un échange se fait, au final, ça peut être aussi une bonne surprise, tu vois. C'est clair. Donc ouais, non, en vrai, désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas de gossip, il n'y a pas de... J'ai déjà entendu dire qu'il y en avait, mais très honnêtement, souvent quand il se passe un truc, je comprends rien. Moi non plus. Parce que les gens ils parlent en sous-entendu, je comprends pas de qui ils parlent, je sais pas ce qui se passe. Souvent en plus j'ai un train de retard parce que si ça s'est passé sur Instagram et que c'est en story, tu peux être sûr que j'ai rien vu. Une question qu'on n'a pas abordée, c'est la YouTube monnaie. C'est ce qui est revenu le plus souvent dans nos petits curieux. Moi je roule en Porsche Cayenne, j'ai un jacuzzi, une piscine à débordement. Puis toi n'en parlons pas. Moi je brasse en fait. Je brasse, je touche environ 45K mensuels. Donc, ça aide. En fait, la vérité, c'est qu'on touche 45 € par an. Plutôt. Moi, j'ai activé la monétisation depuis début 2021, depuis le début de cette année.
pouvais le faire depuis plus longtemps, mais je m'étais grave pris la tête, genre non, mais si je mets la monétisation, tu te souviens? Je m'étais pris la tête, je t'en avais un peu parlé, genre j'ai peur que ça change mon contenu, que les gens pensent que ceci, cela. En fait, la plupart des gens, quand ils peuvent activer la monétisation, le font. Tu vois une pub avant la vidéo, ça change rien à ta vie. Ça va me faire à peu près 150 € là depuis le début de l'année, mais que je n'ai pas encore touché parce que j'ai pas encore d'auto-entreprise ni rien. Et puis même, il me semble que le jour où on les touche, il y a des taxes. C'est ça. Donc en gros, j'aurais pas mes 150 €. C'est ça. Donc ça représente pas grand-chose. Ça représente, je sais pas, un billet de train pour aller en salon peut-être. Ouais, bah tu vois, moi j'avais activé la monétisation depuis un petit moment, depuis plus d'1 an. Sauf que l'argent s'accumulait sur le compte YouTube et vu que j'avais pas encore créé non plus de statut et d'entreprise, j'avais pas encore fait de virement pour tout toucher. Et en début d'année, j'ai créé l'entreprise Cornelius, mais qui me permet au final donc de toucher cet argent-là. Et voilà, quand j'ai ouvert cette entreprise, clairement je peux sortir les chiffres, j'ai aucun problème. Ça a représenté presque 400 €, c'était 380 € je crois. Et que tu avais accumulé depuis un bout de temps. Depuis plus d'1 an, ouais. Donc que j'ai touché directement, mais pareil, ça après tu le déclares à l'URSSAF, tout ça, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai dû mettre un peu moins de 300 € dans ma poche, ce qui fait plaisir, tu vois, et c'est ce qui m'a aussi aidé à acheter du matos, et puis juste à mettre du beurre dans les épinards, ne mentons pas. Hein. Et donc depuis, eh bien, en fait, il faut savoir que YouTube accumule l'argent des monétisations, et à partir de 70 €, tu peux avoir un virement. Et donc depuis, j'ai dû avoir ce virement, peut-être depuis, donc sans compter cette première somme d'argent, j'ai dû avoir ce virement peut-être 2 fois, une 3e fois là cet automne. Donc voilà, ça fait on va dire 70 € par trimestre, je pense, peut-être un petit peu plus parce que parfois il y a des vidéos qui marchent et qui font que au lieu de 70, tu touches 90, mais voilà. Et inversement, des vidéos qui sont beaucoup moins vues qui te rapportent pas grand-chose. Une cacahuète, c'est ça. Et encore. Donc voilà, on va dire que allez, ça rajoute une petite centaine d'euros par trimestre, ce qui représente 400 € sur l'année, ouais, je pense. Je vous ai sorti vraiment pour le coup des vrais chiffres. Et donc voilà, sans être mirobolant, ça fait plaisir, mais c'est vrai que c'est pas non plus hyper encourageant et on se dit pas c'est comme ça que je vais pouvoir en vivre quoi. Ouais, tu vas pas lâcher ton CDI pour ça. Non, c'est un petit bonus. Par contre, là où ça peut aider, c'est qu'au-delà de la YouTube Money, donc je disais, j'avais activé les souscriptions. Ça, en gros, ça me permet de toucher quelques petits euros en plus de la monétisation des vidéos par mois. Ça change pas énormément de choses parce que moi j'ai une souscription à 90 centimes, je crois. 99. À 99 centimes, c'est ça. Donc oui, ça fait monter un petit peu la cagnotte plus rapidement. Par contre, ce qui aide beaucoup, c'est les partenariats avec des éditeurs. C'est pas un truc très courant en France, hein, c'est ce qu'on se disait. Moi j'ai eu la chance d'en faire un il n'y a pas très longtemps avec l'édition Jungle, que j'ai trouvé très pro et très transparente. Et là-dessus, c'est vrai que c'est des sommes un petit peu plus conséquentes, sans être mirobolantes non plus, mais qui... c'est comme ça que les youtubeurs qui ne font que ça vivent. Ouais, voilà. Parce que même les gros youtubeurs, juste avec l'argent de YouTube, tu peux pas vraiment vivre. Non. Mais ouais, ça c'est super cool que tu aies eu cette opportunité-là. Et c'est de ce genre d'opportunité d'ailleurs, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Et je trouve ça génial qu'une maison d'édition t'ait abordé en te proposant tout de suite une rémunération. C'est ça, c'est pas moi qui l'ai demandé. Exactement, j'ai rien demandé, c'est la personne qui est venue me voir qui me dit voilà, on a un petit budget, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour ça quoi. Et c'est hyper cool de pouvoir avoir un dialogue transparent et sans détour et de pouvoir parler un peu d'argent parce que c'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu tabou chez nous, je pense. C'est tellement tabou, pourtant une vidéo dans le milieu, ça dépend ce que tu filmes, ça dépend ce que tu fais, ça dépend de pour qui c'est, mais c'est des choses qui payent extrêmement bien. La vidéo, ça coûte cher. On pose ça là. Les éditeurs, si vous nous voyez. Et d'ailleurs, à ce propos-là, est-ce que tu as des projets pour ta chaîne, des trucs en tête? Des projets pour la chaîne Ouais. J'ai failli casser cette table. Ouais, elle grince un peu. Je t'en parlais un petit peu hier, il y a un format que j'ai envie de lancer sur la chaîne, un format un petit peu nouveau que j'ai pas forcément vu ailleurs. Je me dis que ça peut être une bonne idée, j'en avais un peu parlé. Je trouvais ça pas mal. Donc voilà, c'est du gros teasing. Mais on va voir que dans les mois à venir.
J'aimerais bien lancer ça pour début 2022, un nouveau format un peu différent, qui me permettrait aussi de gagner un peu en contact et en échange avec d'autres personnes du métier du livre. Cette année et l'année passée, j'ai lancé plusieurs choses. J'ai lancé un Discord pour la chaîne, j'ai lancé une chaîne Twitch pour les lives, et puis pour parler un petit peu plus gaming, parce que c'est aussi une passion qui me plaît. Donc je pense que j'aimerais bien continuer à investir, peut-être pas toutes les plateformes, mais continuer à proposer toujours plus de contenu un peu différent. Bon, par contre ça prend du temps, et c'est vrai que je me dis, dans un monde idéal, j'aimerais bien peut-être pouvoir me dire dans 3, 4 ans, peut-être plus, est-ce que je pourrais un jour me consacrer pleinement à la création de contenu. C'est un truc que j'aimerais bien faire, tu sais. Est-ce que tu penses que YouTube a encore des beaux jours devant lui? Ouais, malgré tout ce qu'on peut dire, je pense que YouTube ça reste une plateforme. Va-t-on être obligé de basculer vers TikTok? Non, s'il vous plaît. Je suis consommateur, mais j'ai pas envie d'être créateur. C'est pas le même format, ça me plaît pas autant. Ouais. Je pense que YouTube a de beaux jours devant lui, et j'espère qu'on pourra continuer de grandir sur cette plateforme. J'espère que les gens ne vont pas déserter, quoi. Je pense pas. On profite d'autres plateformes. Parce que je sais qu'on peut pas non plus être partout et consommer de tout. Moi, par exemple, je suis pas du tout sur TikTok, c'est pas du tout une plateforme qui m'intéresse. Et même sur Instagram, tu vois, je suis pas du tout présente. Je suis pas très douée non plus pour être à jour de ce qui se passe sur Instagram. Et en même temps, je l'ai constaté hier, du coup, la technologie ne m'aide pas. C'est-à-dire que j'avais oublié aussi qu'à la base, si je fais pas de story parler, c'est que c'est même pas possible pour moi, en fait, ça ne marche pas. Un truc qui marche pas. Non, ça va pas. C'est très étrange. Mais ouais, j'aurais bien aimé être un petit peu plus présente sur Instagram, mais pas en post parce que ça m'intéresse pas. Du coup, en story, ça va pas se faire. Mais par contre, moi, j'ai envie de continuer ma chaîne. Parce que les retours sont quand même positifs, quoi. Les gens sont toujours présents, je ressens pas spécialement de creux, parce que ça arrive aussi sur une chaîne qu'il y a des moments un peu creux où t'as moins de vues, t'as moins d'échanges, tu peux avoir des doutes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça aussi, de la pression. Je pense qu'on a tous des petites remises en question parfois. Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'était cet été, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Non, je pense qu'il y aura toujours une audience pour les livres sur YouTube, peut-être qu'elle va changer, qu'il y a des gens qui vont s'en désintéresser, mais je pense qu'à chaque fois que quelqu'un s'y désintéresse, une autre personne s'y intéresse, c'est assez cyclique. Ouais. C'est la route du temps de YouTube. Exact. Et toi, t'aimerais te professionnaliser un peu ? Est-ce que tu aimerais que la chaîne te mène plus loin, ou est-ce que tu veux vraiment garder ça comme un hobby? Eh ben, c'est ce que je me suis dit pendant très longtemps, que ça m'allait très bien comme c'était, que je voulais pas que ça prenne la première place dans ma vie, que d'abord c'était la vie et après les livres et YouTube. Et finalement, plus ça va, et en fait, plus ça m'apporte du bonheur en fait. Et plus je me dis, si c'est un truc auquel je peux consacrer de plus en plus de temps, après voilà, il faut aussi que, sans forcément en vivre, s'il peut y avoir quelques amortis, comme on disait, la monétisation, ce genre de choses, ou d'autres plateformes aussi, qui peuvent venir en aide aux créateurs, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Je sais pas si c'est un truc qui peut intéresser, mais sans rien changer à la chaîne YouTube, si je peux mettre des trucs en place ailleurs pour créer quelque chose en plus et qui pourrait m'aider un petit peu financièrement, pourquoi pas? J'y réfléchis. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Je suis un peu dans la confidence, mais je ne dis rien. On se lance pas dans des trucs comme ça du jour au lendemain. Ouais, donc, faut le temps de mettre en place les choses. Ouais, puis si tu as envie de proposer un truc, faut être sûr aussi que derrière tu vas pouvoir assurer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Surtout si ça marche sur une base un peu de contrepartie. Voilà, on verra. Et sur ce, je pense qu'on a... On a fait un bon tour d'horizon, on a parlé longtemps, j'ai l'impression. Oui, très longtemps. La moralité, c'est que on est bien sur Booktube. Ouais. Et voilà, un petit bilan plutôt positif, très positif même. J'ai envie que ça continue le plus longtemps possible. Pour l'instant, je kiffe. Moi aussi, et je me pète. Et nos pancakes étaient délicieux. Si c'était si bon. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous disais, la vidéo sur la chaîne de Cornelius. Nous, ça fait genre, je pense, plus d'1 heure qu'on parle. Ouais. On va peut-être la boucler. Exactement, j'ai besoin de me taire un peu et de boire un peu d'eau. Bon, et bien sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Salut, à très bientôt. À très bientôt, oui. Bye.